Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je me présente, je suis André-Joseph Bouglione. Je suis membre d'une famille de cirque que certains d'entre vous connaissent peut-être. En 1991, suite à une scission familiale, j'ai quitté la famille et créé mon propre établissement, mon propre cirque, que j'ai appelé à l'époque le cirque Joseph Bouglione, en hommage à mon grand-père, Joseph, qui était considéré dans le monde entier à l'époque comme un patriarche du cirque. En 1993, donc 2 ans plus tard, j'ai rencontré la femme de ma vie, Sandrine. Nous nous sommes mariés, nous avons eu ensemble 4 enfants, dont les 2 plus grands aujourd'hui sont des artistes de cirque. Et le plus vieux m'a même fait grand-père déjà, 2 fois. Ils sont donc aujourd'hui acrobates, jongleurs ou magiciens, tous les 2. Et nous sommes très fiers d'avoir pu leur transmettre notre savoir-faire, notre passion quelque part. Nous dirigeons notre cirque, notre entreprise, comme une famille. Il faut savoir que Sandrine avait passé un certain nombre d'années en Amérique, dans un très grand cirque américain, et avait par là touché à un certain nombre de disciplines. Elle était à la fois écuyère, voltigeuse, clownesse et également Madame Loyale, magicienne et surtout dresseuse d'animaux, sauvages ou domestiques. Donc du cheval à l'éléphant, en passant par les tigres, les lions, n'importe quelle sorte d'animal, n'importe quelle espèce, elle était capable d'obtenir des choses, de travailler avec. Et donc ensemble, nous dressions nos animaux et nous les présentions nous-mêmes dans nos spectacles en public. Tous les animaux étaient présentés par Sandrine ou moi. Et parfois, en alternance, le même numéro était présenté un jour par Sandrine, un jour par moi. Notamment les tigres. Les tigres avaient un impact très fort sur le public, les enfants, les adultes, tout le monde. Et ils fascinaient vraiment le public. Voilà, merci. Vous avez compris, hein? Il faut que j'essaye maintenant de vous faire comprendre la relation que nous avions avec nos animaux. C'est une relation réellement presque fusionnelle. Ça va au-delà de l'amour parce qu'en réalité, on les ressentait, c'était assez curieux à vivre en fait. C'est assez inexplicable avec des mots. Cette relation que nous avions avec eux, par exemple, pour la figurer très simplement, quand je passais devant les cages des fauves, eh bien, ils réagissaient particulièrement. Ce qu'ils ne faisaient avec personne d'autre. C'est assez curieux. Quand je sortais de ma caravane, ils se redressaient, ils me regardaient, me suivaient des yeux, me faisaient des petits bruits, des petits signes pour que je les regarde ou que je leur parle. Et ça, ils ne le faisaient avec personne d'autre, ou avec Sandrine également. Eh oui. Et puis nos enfants, je crois que vous avez compris le geste. Merci. Et puis nos enfants ont grandi et parallèlement, bien sûr, nos animaux ont vieilli. Et nous nous sommes retrouvés devant le cas de figure où ça a été assez compliqué pour nous à gérer, en fait, émotionnellement, car des animaux qu'on a connus toute notre vie, avec qui on a partagé autant de choses fortes, quand on les voit malades et qu'on sait que c'est inéluctable, parce que ça fait partie de la vie, on fréquente la mort aussi, eh bien, un jour, par exemple, 2 de nos tigres sont tombés malades, Madras et Dina. C'était nos premiers tigres, les premiers que nous avions eus, et là, ils commençaient à être assez vieux, et un jour, je me rappelle que Madras, qui était très affaibli, avait en fait un problème de paralysie des membres postérieurs. Donc nous avons décidé de ne surtout pas le faire travailler, sauf qu'il était en cage avec les autres congénères, les autres tigres. Et au moment du spectacle, quand on a lancé la musique juste avant le numéro des tigres, eh bien, les tigres ont réagi comme d'habitude, se sont levés, ont commencé à tourner en cage, parce qu'ils savaient qu'ils allaient rentrer en cage, en piste. Mais lui, Madras, alors qu'il était paralysé des membres inférieurs, il s'est levé aussi, comme les autres, mais en se traînant sur les pattes arrière,
pour aller vers la cage. Ça nous a bouleversés, surtout le regard qu'il nous a lancé parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, en fait. Il avait envie d'aller travailler. Et quelque part, il nous en voulait de ne pas le laisser faire, alors qu'il n'en était plus capable physiquement. Comment continuer, effectivement, à exploiter des animaux, à les dresser, pour les présenter en spectacle, qui plus est, pour de l'argent. L'activité du dressage a beau être parfaitement légale, nous commencions à nous poser de sérieuses questions quant à son aspect éthique, son aspect moral. La captivité, voilà. Il faut savoir une chose, c'est que quelle qu'ait été la qualité des soins que nous leur apportions, quelle qu'ait été la grandeur et la sincérité de l'amour que nous avions pour chacun d'entre eux, nous n'étions capables, in fine, que de leur donner une captivité à vie, la prison à perpétuité. Or, si on y réfléchit bien, quand on enferme un être humain à perpétuité, c'est la punition pour un crime. Et là, je commençais à douter sérieusement de l'activité, tout simplement parce que je ne comprenais pas quel crime ils avaient bien pu commettre pour que nous leur infligions une telle peine. Pourquoi les enferme-t-on ? Et ça, c'est très important, parce que je me suis posé cette question un certain temps, et en fait, je pense que la raison est très simple. Bien sûr, moi, je les enfermais par habitude, parce que j'ai été élevé comme ça. Ça faisait partie de notre mode de vie. Nous sommes nés avec des animaux sauvages. Moi-même, j'ai pratiquement appris à marcher en me tenant sur le dos d'un petit lion ou d'un petit tigre, de singe, vous voyez ? Mais, oui, voilà. Quoi qu'il arrive, moi je suis habitué à improviser. Le par cœur, c'est très compliqué. Hein. Merci. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, même en augmentant au maximum le bien-être, en donnant des cages magnifiques, faisant tout ce qu'on peut pour augmenter le bien-être, en fait, en réalité, on ne fait que reculer le mal-être dû à la captivité. Et nous avons commencé à nous percevoir, non plus comme des artistes, mais comme des gardiens de prison. Ouais. Et il y avait également à côté de ça une espèce de lassitude du public. Le public commençait à bouder nos spectacles. Alors au début, on a mis ça sur le dos de plein d'autres choses, mais le public était finalement, d'après nous, lassé de la médiocrité, voire du charlatanisme ou du côté arnaqueur d'un certain nombre de cirques, quelle que soit leur dimension. Il faut dire aujourd'hui que dans la majorité des cirques, les spectacles sont sans souffle, sans magie, sans charme. La plupart du temps, et au mieux, on y voit une troupe de personnes déguisées en costume de farce à trappe, faire un petit tour de piste. Pour les animaux, ça ne vaut guère mieux. Ils font 2-3 tours de piste, on ne sent aucune relation entre l'homme et l'animal, et ça dépasse la médiocrité, c'est au-delà de ça. Et ça, bien sûr, les gens ne veulent plus en voir. Mais il n'y avait pas que cette raison. Et en réalité, il y avait un véritable tabou auquel nous-mêmes, nous avions du mal à accéder. C'est-à-dire que cette pensée-là nous gênait terriblement, tout simplement par habitude. Par habitude, par l'éducation, par la culture, finalement, que nous avaient légué nos anciens. Et ce problème, il venait tout simplement de la condamnation du public de l'exploitation animale. Tout simplement. Et effectivement, de plus en plus de personnes dans le public condamnaient le fait de présenter, pour de l'argent ou pas même, mais de présenter en public des animaux sauvages, par ailleurs, en grand danger d'extinction.
Parce qu'il faut savoir aussi que nous allions un jour nous retrouver, ce qui va arriver malheureusement bientôt, c'est triste, mais c'est comme ça, dans la situation d'avoir dans nos cages des animaux qui auraient disparu à l'état sauvage. Et ces animaux, ils auraient été dans nos cages uniquement pour faire du spectacle, pour divertir les enfants. D'ailleurs, il m'est arrivé, avant de décider d'arrêter l'exploitation animale, que des parents viennent me voir après le spectacle, avec leur enfant à la main, pour me communiquer, pour me témoigner de leur expérience, souvent me dire que le spectacle était super, qu'on avait des super artistes, une ambiance formidable, et qu'on n'avait pas besoin, en fait, des animaux. Que eux, ça les gênait, finalement. Ils s'en étaient rendus compte en direct. Tout d'un coup, devant leurs enfants, ils se mettaient dans la position de diffuser un message à leurs enfants, un message négatif. Le message qui dirait que l'homme est supérieur à la nature, qu'il peut se servir impunément et exploiter tout et n'importe quoi, même les animaux les plus nobles, malgré leur danger d'extinction. Alors là, bien sûr, c'est un élément qui a pesé très lourd dans notre décision. L'opinion des parents. Eh oui. Et également, un jour, nous avons eu très peu de manifestations au cours de notre carrière, en 25 ans, depuis 1991 jusqu'à 2000, je ne sais plus, 13-14. On a eu 2 manifestations devant notre cirque, c'est presque rien, une tous les 15 ans en moyenne. Bon, bref. Et donc la dernière que nous avons eue, elle devait être en 2010 ou 2011 à Chatou. Et là, j'ai vu un des participants tenir une pancarte sur laquelle était noté ce slogan « Oui au cirque, sans animaux ». Alors finalement, les gens que j'avais catalogués parmi nos ennemis les plus irréductibles, les plus redoutables, ceux qui voulaient notre mort, en réalité ne voulaient pas notre mort. Ils voulaient simplement une autre forme de cirque, une forme de cirque qui tienne compte de l'animal, ou carrément qui arrête de l'exploiter, encore mieux. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas augmenter le bien-être, on peut faire que reculer le mal-être. Si on examine bien en détail l'histoire du cirque depuis les années 70, on constate qu'il n'y a eu absolument aucune sorte d'évolution, mis à part des progrès techniques. Donc, parfaitement cosmétiques. C'est plus joli, ça a l'air plus propre, c'est plus grand, c'est plus facile à monter, mais en termes de modèle économique et en termes de charte éthique, si on peut l'appeler comme ça, là, aucune évolution. Absolument rien n'a changé dans ces 2 modèles-là, par rapport au cirque. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il fallait que nous trouvions une solution pour renouveler notre art, renouveler notre cirque. Pour nous, bien entendu, mais aussi pour nos enfants, et au sens le plus large possible, pour les générations futures, les enfants au sens large, les nouvelles générations, l'avenir. Et si on faisait un cirque sans animaux? Alors au départ, la première fois que je me suis posé cette question, ça a été d'une violence terrible. Non, bien entendu, je ne pouvais pas dire oui, c'était non, obligatoirement, catégoriquement non. C'était toute ma vie, toute ma culture, toute mon histoire, celle de ma famille, de mes ancêtres. C'était absolument inenvisageable. Toute ma vie, jusque-là, on m'avait inculqué que renoncer à l'exploitation animale, c'était une tradition, une trahison, pardon. La trahison de la tradition, justement. La trahison des anciens. Je vais y arriver, 2 mots compliqués. Merci pour votre compréhension. Et les anciens, justement, j'avais bien l'impression de les entendre me crier d'outre-tombe, le cirque sans animaux n'est pas du cirque. Eh oui. Non, mais ils ont compris, hein. Non, mais j'entends pas, il rit. Chut. Un peu de respect, voyons. Et donc ce fut
pour moi, à cette époque-là, le début d'un véritable conflit intérieur. Non, mais il me déconcentre, hein. Voilà. Un jour, ce conflit s'est arrêté quand je me suis posé cette question très simple. Pouvais-je accepter, sans révolte, de faire partie de la génération la mieux informée et la plus inconsciente et inactive de toute l'histoire? Alors à cette question, j'ai dit non, c'est pas possible. Quels que soient les problèmes familiaux, la culture, l'histoire, etc., mon passé, tout ça, en fait, au sens beaucoup plus large, au sens de l'humanité finalement, on fait tous ici partie de cette génération-là. J'ai rencontré à ce moment-là beaucoup de mes confrères et je leur ai exprimé mon ressenti, tout ce que je ressentais en fait par rapport au métier, par rapport à plein de choses, pas seulement les animaux. Ils m'ont tous, absolument sans exception, ce qui a été assez curieux, ils m'ont tous donné raison, y compris sur l'exploitation et la captivité des animaux. Mais, et alors là, ça a été incroyable comme expérience, tous, sans exception également, ont rajouté qu'il ne fallait ni le faire, ni le dire. Quand même assez curieux. Or, moi, de mon côté, je ne pouvais plus vivre dans ce déni. Je ne pouvais plus continuer à faire semblant. Je n'y croyais plus. Ça ne servait plus à rien. À part m'enfoncer dans la dépression, ça ne m'aurait avancé absolument à rien d'autre. Il y avait urgence à agir. Mais, bien sûr, pour agir, il faut oser repenser un peu le monde librement, hors des entraves du passé. Et surtout, il fallait d'abord, retrouver, il fallait surtout m'exprimer en public. Il fallait que j'explique ce ressenti que j'avais à l'époque, eh bien, à vous, à l'opinion publique, au sens le plus large possible. C'est ce que j'ai fini par faire, après encore quelques périodes de doute assez compliquées, et c'est ce que j'ai fini par faire en mai 2017. Voilà. Et là, les réactions, les retombées furent énormes, assez impressionnantes. Du côté des circassiens, les circassiens ce sont les gens de cirque dans le métier, du côté donc du cirque, du métier du cirque, les réactions sont d'une violence inouïe. Mes amis, ma famille, des confrères, des gens que j'ai toujours connus, tout d'un coup me jugent, m'insultent, me calomnient, me menacent même de mort. Cette pression-là pour me faire arrêter, me faire dire l'inverse de ce que je venais de dire. Parce qu'en réalité, il faut savoir une chose. Avant d'être le petit-fils de mon grand-père, ne suis-je pas aussi, voire d'abord, un citoyen français, parfaitement en droit d'exercer son métier tel qu'il l'entend et de s'exprimer, d'exprimer ses opinions aussi librement qu'il le peut. Avec un peu de recul, je pense avoir compris aujourd'hui ce qui a particulièrement gêné les circassiens, mes confrères, dans ma démarche. Le fait que j'arrête d'exploiter des animaux les gêne, les dérange, évidemment. Mais ce qui a déclenché une telle levée de bouclier, une telle réaction de violence, c'est surtout, c'est surtout que je tienne le discours qui est, à mon avis, salutaire pour le métier, qui est de dire que le cirque traditionnel va disparaître s'il continue à exploiter des animaux. Ça, en faisant ça, j'ai vraiment brisé un tabou. D'ailleurs, aujourd'hui, un sondage me donne raison. Il y a quelques mois, un sondage est sorti et son résultat fut qu'à peu près 67% de la population française condamne et demande l'interdiction des animaux dans les cirques. Assez impressionnant comme sondage. Plus des 2/3 de la population française. Le cirque, spectacle populaire par excellence, ne peut pas se permettre de tourner le dos à 67% de la population. Il deviendrait élitiste et perdrait son statut de spectacle populaire. Il ne le serait plus du tout. D'ailleurs, et à mon avis, il ne l'est déjà plus, à cause de l'exploitation animale.
Et maintenant, avec Sandrine, nous avons lancé en fait un projet pour renouveler notre art, pour renouveler notre cirque, un projet de cirque, bien sûr, sans animaux, et pour aller plus loin dans notre engagement, qui est notre engagement depuis un certain nombre d'années, un cirque écologique. Il va s'appeler l'éco-cirque. Alors, pour résumer très rapidement à quoi ça va ressembler, eh bien, ça sera un cirque sans camion. Il n'y aura pas de camion, tout simplement parce que tout le matériel va être transporté par ferroutage, par voie maritime ou par d'autres solutions, par des transporteurs avec lesquels nous sous-traiterons. L'électricité également sera fournie par des panneaux solaires. J'ai déjà trouvé le prototype. Les groupes électrogènes, au lieu de marcher au fioul, marcheront à l'huile végétale. Au colza, bien entendu. Hors de question de faire ça à l'huile de palme. Les costumes du spectacle, pour donner les grandes idées, les costumes du spectacle seront confectionnés sans la moindre matière animale, ni cuir, ni plume, ni autre chose, on ne sait pas. Et également, une partie de notre chiffre d'affaires sera reversée tous les ans à l'association Objectif 100% Humain que nous venons de créer et qui servira à financer des projets dans le monde entier de protection d'animaux sauvages dans leur habitat naturel. Merci. Alors, et parallèlement à ça, bien sûr, nous sommes en train de travailler actuellement à comment faire revivre la magie du cirque qui a disparu, à mon sens. La magie du cirque, mais avec seulement des acrobates, des magiciens, des clowns, des trapézistes, des musiciens, bref, 100% humains. Ça sera un petit peu le sous-titre de notre cirque. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura absolument aucun animal. Nous n'exploitons plus que des êtres humains. Alors, à côté de ça, vous savez, j'ai une passion pour le cirque, bien entendu, puisque c'est mon métier. Et j'ai un vif intérêt également pour deux autres disciplines qui n'ont absolument rien à voir avec le cirque, qui sont l'histoire et la philosophie. Et cette passion m'a fait remarquer quelque chose d'assez troublant, c'est que finalement, chaque génération, au sens très large, hein, vraiment tout le monde, chaque génération exerce une pression sur celle qui lui succède, pour que tout reste en l'état, comme si le modèle légué n'était pas surpassable et qu'aucun autre modèle ne saurait le remplacer en mieux. Ce conservatisme n'était pas dommageable tant que nous connaissions les mêmes conditions, c'est-à-dire le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, nous vivons dans une véritable révolution de la nature et ces conditions ont tellement changé que nous sommes obligés de chercher des solutions. Nous tous ici, nous descendons tous, chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, nous descendons d'hommes et de femmes qui ont relevé au cours de l'histoire de l'humanité des défis exceptionnels, des défis incroyables pour que nous soyons là, ici et maintenant. Eh bien, toutes ces traditions et ces habitudes dont nous héritons, nous avons hérité d'eux, eh bien, c'était des solutions à leur époque. Des solutions aux problèmes de leur temps, aux problèmes de leur monde. Et aujourd'hui, ces problèmes ont changé radicalement. Et notre devoir, à nous, à chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, aujourd'hui, à mon sens, est de chercher des solutions pour faire face à cette révolution de la nature. Eh oui, n'essayons plus de marcher dans les pas de nos glorieux anciens. Moi, c'est ce que j'ai arrêté de faire parce que je me suis rendu compte que c'est en faisant comme ça que je m'enfonçais dans l'impasse, celle où j'étais à l'époque. Et c'est en cherchant par moi-même des solutions originales que j'en suis sorti de cette impasse. Et que maintenant, je suis devant vous à parler d'un projet assez novateur de cirque écologique et sans animaux. Notre devoir, en fait, notre devoir de citoyen, pour les générations futures, c'est tout simplement d'essayer de tout faire en sorte pour leur léguer des solutions pour leur avenir. Merci.
Alors, je sais que j'ai dépassé largement le temps qui m'était imparti, mais j'aimerais demander à une personne de venir avec moi sur scène pour vous la présenter, parce que c'est la personne qui a été la plus importante, à mon avis, dans mon parcours. C'est évident. Non, là j'improvise, là, il n'y a plus de texte. Ah, ça vous fait rire, hein? J'aimerais lui demander de venir me voir sur scène, et puis surtout, je voudrais vous la présenter. C'est mon épouse, Sandrine Bouglione. J'ai parlé d'elle pendant la conférence. Oh ma gueule. Parle. Il a beaucoup de mérite parce qu'il n'a aucune mémoire. Merci. Mais non, mais c'est pas grave. Merci à tous, au revoir.